Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, chers étudiants, chers collègues, voici quel sera le plan de mon exposé. Dans une première partie, je passerai en revue les différentes méthodologies de l'interculturel. J'introduirai d'abord ce que l'on entend par culture, et puis j'évoquerai l'approche par les représentations et les stéréotypes, le détour par l'analyse des heures de la rencontre, le point de vue anthropologique et le support littéraire, la conception pragmatique et l'ethnographie de la communication, l'apport linguistique, et je terminerai cette première partie en montrant comment on peut dépasser la perspective interculturelle. Et puis, dans une deuxième partie, j'évoquerai une expérience qui a été faite dans des classes de jeunes, dans des classes mixtes composées de Belges et de jeunes Marocains, littérature et modèle culturel. Donc je mettrai en place la démarche interculturelle. Je vous montrerai que j'ai approché la littérature d'une manière anthropologique et comment les littératures ont permis de réfléchir aux identités culturelles. Donc première partie, panorama des méthodologies. Je vais d'abord éclairer le concept de culture. Donc une culture, quelle qu'elle soit, remplit une fonction herméneutique. Ça veut dire qu'elle apporte du sens. Nos gestes, nos mots, nos attitudes ont une signification grâce à des codes culturels qui peuvent être explicites ou qui sont implicites. Codes culturels qui sont naturellement compris par tous les membres d'une communauté. Par contre, ce sens est parfois trouble ou occulte pour ceux qui ne partagent pas nos références. Donc une culture est source de sens. Une culture est aussi un héritage. Elle se construit dans l'histoire et se transforme de génération en génération. Elle est aussi le souvenir du passé, même si ces manifestations perdent parfois leur sens originel au fil du temps. Cet héritage, l'homme est dans une certaine mesure libre de le façonner, de le modifier, de l'accepter ou de s'en séparer, comme pour tout héritage. En effet, culture héritée ne signifie pas culture figée ou sclérosée, mais au contraire, mouvement dynamique et construction permanente. Une culture est aussi un outil de différenciation. Tout comme la race, la nationalité ou la religion, la culture est une identité collective, un lieu flexible et difforme, dont les frontières sont variables, et qui a pour fonction d'affermir notre sentiment d'appartenance à une communauté, avec comme corollaire la non-appartenance des personnes externes à cette communauté. Dans le domaine culturel, il y a donc nous et les autres. Et selon les besoins de la collectivité, nous peut se rétrécir ou s'élargir. Et enfin, une culture est interculturelle par définition. Toute culture qui s'isole est amenée à disparaître. Les ethnologues nous l'ont souvent répété. Et notre culture belge, francophone, en est un exemple parmi d'autres. Nos chiffres, notre alphabet, la plupart des mots de notre langue, nombre de nos aliments quotidiens, tout cela qui fait notre vie quotidienne nous vient d'ailleurs. Je pense par exemple au café qui vient du Yémen ou d'Éthiopie, du chocolat qui vient d'Amérique centrale, du riz qui vient de Chine ou de Thaïlande, les pommes de terre qui viennent des Andes ou d'Amérique du Sud, les pâtes qui viennent de Chine ou d'Italie, enfin de Chine via Marco Polo, la tomate qui vient du Mexique, le haricot qui vient d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, le poivre qui vient d'Inde, enfin je pourrais continuer comme ça, tout ça nous vient d'ailleurs. Donc tout est devenu nôtre finalement au travers d'échanges, de migrations et de conflits. Il n'en reste pas moins qu'aborder le thème de l'interculturel est une initiative pleine de pièges et qu'il n'est pas toujours aisé de se frayer un chemin entre les différentes approches qui entendent légitimer des pratiques interculturelles. Dès lors, avant de proposer une série de méthodologies et de démarches éducatives sur le sujet, ce qui constitue l'objet essentiel de cette conférence, il m'a semblé utile de mettre en évidence deux pièges classiques qui guettent les pratiques interculturelles, notamment en milieu scolaire. Premier piège, c'est l'objectivation de la culture. En définissant une problématique comme interculturelle,
nous donnons un statut objectif au concept de culture. La démarche est utile et nous permet de mettre au premier plan le registre symbolique des représentations collectives, des codes de communication, des sentiments d'appartenance. C'est donc une démarche utile, mais elle est aussi dangereuse, car une telle approche laisse entendre que la culture est un ensemble cohérent, identifiable, qui nous apporte des informations sur des individus en particulier. Or, cela est incorrect, surtout aujourd'hui. Il est de plus en plus évident que chaque individu participe à plusieurs systèmes de référence à l'intérieur de chacun des registres culturels, linguistiques, sociaux. Donc notre identité est plurielle et la pluralité est présente au sein de chaque individu. Il y a un très beau livre que vous connaissez sans doute, celui de Amin Maalouf, « Les identités meurtrières », où il montre que nos identités sont plurielles, mais qu'on peut se replier sur telle ou telle facette de notre identité. Il est donc particulièrement trompeur de parler de culture belge ou de culture maghrébine, comme s'il s'agissait d'un bagage commun, identifiable, porté par chaque individu. Donc premier piège, l'objectivation de la culture. Deuxième piège, la sacralisation de la culture. Durant plusieurs siècles, le monde occidental a été imprégné des valeurs de l'autoritarisme culturel. Convaincus de la supériorité de notre culture, nous exportions celle-ci sur les 5 continents et nous l'imposions à des peuples que nous appelions primitifs. Cette conception a heureusement changé, mais le danger existe aujourd'hui de tomber dans un autre extrême, le relativisme culturel. Le relativisme culturel se caractérise par le refus délibéré de censurer une culture, par l'acceptation de toute pratique. On accepte toute pratique sous prétexte qu'elle est représentative d'une culture déterminée. Je pense au contraire que la culture n'est pas un argument suffisant ou absolu qui justifierait un comportement et que des considérations éthiques gardent la priorité sur des expressions culturelles. D'où ma proposition, mais c'est aussi celle de plusieurs artisans de l'interculturel, de limiter le relativisme culturel en le soumettant à une charte qui aujourd'hui semble recueillir, du moins en principe, un très large consensus, la Déclaration des droits de l'homme. Mais cette position ne va pas sans difficulté. Tout d'abord, d'un point de vue pédagogique, une des questions essentielles peut être de savoir si une éducation aux droits de l'homme peut être assurée, quel que soit le type de socialisation dispensée en famille. Est-ce qu'il est possible d'éduquer aux droits de l'homme si les droits de l'homme ne sont pas respectés dans les familles? En outre, cette éducation aux droits de l'homme ne doit pas seulement se faire de manière théorique. L'enseignement des grands principes doit s'accompagner d'une mise en pratique dans l'environnement de l'élève, à commencer par l'école. Cela implique que les enseignants apprennent aux élèves à analyser l'actualité en fonction de valeurs humanistes, en condamnant par exemple la violence ou l'apologie de la force. Mais aussi que ces valeurs de la Charte des droits de l'homme soient inscrites dans le projet pédagogique de l'école. Cela suppose donc que l'on encourage les initiatives des élèves, que l'on cherche à rendre les élèves autonomes et responsables, aussi bien dans leur travail que dans l'animation de la vie scolaire. J'ai moi-même eu un professeur, quand j'étais en humanité, qui parlait beaucoup des droits de l'homme. Et un jour, il y avait eu réunion de parents, nous nous apprêtions à rentrer en classe et à remettre les bancs dans leur disposition traditionnelle, l'un derrière l'autre. Ce professeur nous a dit: « Messieurs, il n'y avait que des garçons à l'époque, vous êtes des intellectuels, ne vous salissez pas les mains, allez chercher la femme d'ouvrage. » Et nous avons dû accepter que la femme d'ouvrage remette les bancs en place alors que nous croisions les bras. À partir de ce moment-là, j'ai considéré que ce professeur était un imposteur et qu'il n'avait plus à me parler des droits de l'homme. La pédagogie interculturelle est née en France au début des années 70, dans le contexte des migrations. Les préoccupations apparues au sujet des difficultés scolaires des enfants de travailleurs migrants ont donné peu à peu naissance à l'idée que les différences ne constituaient pas un obstacle, parce que dans un premier temps, on voyait ces différences comme des handicaps.
hein. On a pris conscience qu'elles ne constituaient pas un obstacle, mais qu'au contraire, elles pouvaient devenir un enrichissement mutuel pourvu qu'on puisse s'appuyer sur ces différences. Quand la didactique des langues étrangères s'est emparée du concept d'interculturalité dans les années 80 et 90, le succès de ce concept s'est accru au point de s'étendre aux autres disciplines et de devenir aujourd'hui un des axes essentiels de toute pédagogie. Aujourd'hui, l'interculturel s'est constitué comme champ d'études universitaire, d'ailleurs largement dominé par les sociologues. Comme l'ont bien montré les travaux de Martine Abdallah Pretsey, une telle méthodologie se veut formative en sensibilisant l'élève à l'arbitraire de son système de référence maternelle. C'est qu'en effet, l'acquisition de la compétence culturelle en culture d'origine n'est jamais vécue comme un choix entre plusieurs possibles. Lors de l'éducation, les faits de culture, ceux que nous recevons via nos parents, apparaissent comme des faits de nature, tout à fait normaux et universels. Nous pensons que tout le monde agit et se comporte comme nous l'avons appris. Les étapes de la socialisation d'un individu dans sa communauté sont enfouies dans l'oubli, si bien qu'il va jusqu'à ignorer que ce qui lui paraît évident est en fait une construction du monde qui relève de son environnement. Donc, un homme n'est jamais dépourvu de savoir culturel. Un homme dispose d'outils conceptuels qui jouent le rôle d'un prisme déformant si le regard qu'il porte sur d'autres sociétés ne se fait qu'à travers eux. On parle de cribles culturels, comme il existe des cribles phonologiques ou des cribles morphosyntaxiques. Et ces cribles peuvent alors être à l'origine de dysfonctionnements et de jugements aberrants. Ainsi, il arrive fréquemment que l'on se réfère à un schéma universel, à partir duquel s'ordonneraient toutes les cultures. C'est le cas lorsque l'on cherche à retrouver dans chacune des cultures des éléments connus, mais sous des formes différentes. Par exemple, la mosquée, c'est comme l'église, ou inversement. Ou des degrés de maturité spécifiques. La culture occidentale étant évidemment au sommet de la pyramide. Cette façon de voir peut amener l'individu à tomber dans les pièges de l'ethnocentrisme, source de racisme. Ethnocentrisme qui se traduit alors dans des attitudes et dans des discours justificateurs ou moralisateurs. En fait, de tels mécanismes d'analyse peuvent être remis en question dans un cours de langue, où d'autres modes de relation entre culture maternelle et étrangère peuvent être proposés. Je vais vous le montrer. Donc les méthodes d'approche interculturelle que je vais vous présenter ici envisagent toute cette décentration et la compréhension de l'autre. Comprendre l'autre, ce n'est pas le décrire, donc au détriment de la description et de la connaissance théorique. Il s'agit vraiment d'une attitude d'empathie qu'il faut développer chez nos élèves. Et ces méthodes ont en commun de s'appuyer sur les sciences humaines, auxquelles d'ailleurs elles empruntent sans compter. C'est une approche résolument interdisciplinaire. Donc on emprunte à la sociologie, on emprunte à la psychologie sociale, on emprunte à l'anthropologie, à l'ethnographie de la communication et à la linguistique. Donc première méthodologie, l'approche de l'interculturel par les représentations et les stéréotypes. Alors ici, un nom domine ce secteur de l'éducation interculturelle, c'est celui de Geneviève Zarat, qui emprunte le concept de représentation à la psychologie sociale. Alors, représentation, ce terme est souvent vulgarisé à travers les termes d'image, de regard, de point de vue. Au sens large, les représentations peuvent être considérées comme des façons d'organiser notre connaissance de la réalité. Réalité qui, elle-même, comme je vous l'ai dit, est construite socialement. Elles sont directement liées à notre appartenance à une communauté. Alors, de cette notion, Zarat fait un véritable instrument pédagogique, rendant caduque toute description prétendument objective de la réalité. Elle écrit ceci: « Comprendre une réalité étrangère, c'est expliciter les classements propres à chaque groupe et identifier les principes distinctifs d'un groupe par rapport à un autre. »
Et c'est vrai que, par exemple, dans notre culture, il y a une opposition en cuisine qui fonctionne très bien, c'est l'opposition entre salé et sucré, opposition qui n'existe pas dans d'autres cuisines, notamment asiatiques, où on a davantage un mélange des deux. Les représentations permettent de problématiser la relation entre culture maternelle et culture cible. C'est-à-dire que la mise en relation des représentations qui sont propres à chacun, par exemple dans une classe belgo-maghrébine, les représentations que les Maghrébins ont des Belges ou les représentations que les Belges ont des Maghrébins, tout cela correspond de toute évidence à la nature même de la didactique de l'interculturel. Confrontation des représentations. La découverte, puis la confrontation de ces représentations aboutit ainsi à une réflexion sur les stéréotypes. Alors un autre didacticien qui s'appelle Gilles Verboont rappelle les différentes fonctions du stéréotype. Le stéréotype permet le renforcement de la cohésion du groupe qui les exprime. Il permet la représentation de ce groupe et il favorise la création d'un consensus aux dépens de l'étranger. Les stéréotypes sont par ailleurs composés de deux versants opposés. D'une part, et Jean-Louis Dufay l'a rappelé maintes fois dans ses travaux, les stéréotypes sont nécessaires car ce sont des schémas cognitifs indispensables à la compréhension et à la production des discours. C'est par exemple un stéréotype du roman qui nous fait reconnaître le roman et qui nous le fait distinguer de la pièce de théâtre ou du poème. Mais quand on se trouve face à une autre culture, je songe au roman de Benjeloun, on est complètement dérouté parce que là, on a un mélange d'oral et d'écrit, un mélange de roman, de poésie ou de théâtre même. Donc, ils sont nécessaires car ce sont des schémas cognitifs indispensables à la compréhension et à la production des discours, mais d'autre part, les stéréotypes constituent aussi une vision généralisante et réductrice de la réalité. Et cette vision entraîne souvent un manque de tolérance vis-à-vis d'autrui. Il est donc essentiel que l'enseignant travaille les représentations de l'autre avec ses élèves. C'est une des premières missions que nous avons, travailler les représentations de l'autre, et notamment de l'autre culture, celle que nous leur enseignons, le français en l'occurrence. Et donc ici, la démarche sera double. Tout d'abord, il les amènera à prendre connaissance de certains codes culturels propres à la culture cible, et il leur apprendra à les manipuler. Par exemple, dans un jeu de rôle, il va apprendre à des Maghrébins qui sont habitués à parler de près à leur interlocuteur, qui sont habitués à le toucher en parlant, il va leur apprendre à parler avec une certaine distance, parce qu'on parle un peu avec distance dans la culture française, encore que ça varie évidemment en fonction de la personne à qui on s'adresse. Je crois que ce premier apprentissage permet déjà de prévenir un certain nombre de malentendus. Vous avez des malentendus qui proviennent de la mauvaise compréhension de la proxémie. Hall, par exemple, Edward Thomas Hall raconte dans un de ses livres qu'un jour, des hommes d'affaires américains rencontraient des hommes d'affaires maghrébins. Ils les tenaient à distance. Donc la négociation s'est faite à distance. Mais c'était une distance qui était normale pour eux, américains. Et les Maghrébins ont considéré que cette distance était un signe de mépris. Donc le contrat n'a jamais été signé, mais les raisons n'ont jamais été dites. C'était pour une question de proxémie. Ensuite, il s'agira d'exercer les élèves à prendre conscience du caractère relatif de leur représentation. Ça, c'est une première méthodologie, donc représentation et stéréotype. Deuxième méthodologie utilisée dans le domaine de l'interculturel, c'est le détour par l'analyse des heures de la rencontre. La didactique de l'interculturel vise aussi à développer une réflexion qui est destinée à réduire, voire à éviter les heurts qui surgissent dans des rencontres entre personnes de cultures différentes. Alors, le concept de choc culturel illustre à lui seul les conséquences de pareilles situations. Ce n'est que dans les années 80 que la didactique des langues étrangères se l'appropriera. Et ici, il faut citer Margalit Cohen-Emmerich. Donc, pour elle, qui est une anthropologue, un tel choc peut être défini, je cite,
comme une réaction de dépaysement, plus encore de frustration ou de rejet, de révolte et d'anxiété. En un mot, une expérience émotionnelle et intellectuelle qui apparaît chez ceux qui, placés par occasion ou profession hors de leur contexte socio-professionnel, se trouvent engagés dans l'approche de l'étranger. Il y a donc un choc. Et ce choc est un moyen important de prise de conscience de sa propre identité sociale, à condition qu'il soit repris et analysé. Pareil choc concerne tant le langage verbal que le langage non verbal, mais aussi tout ce qui a trait aux valeurs, aux conceptions des choses et du monde. Dans ce type de contexte, donc, l'individu se trouve coincé entre deux modèles culturels, entre le modèle de sa culture d'origine et le modèle de la culture du pays d'accueil ou bien qu'on lui enseigne. Et alors il peut réagir de différentes manières. Et ici je reprendrai le modèle d'analyse proposé par Pierre Casse. L'auteur distingue 4 phases. La première est celle du contact initial avec la personne d'origine étrangère. Contact initial, c'est à ce moment-là qu'interviennent nos préjugés dans la perception de la situation nouvelle. Les réactions peuvent être très différentes selon les personnes. Il y a des gens qui sont mal à l'aise à ce moment-là, il y en a d'autres qui, au contraire, face à l'étranger, sont enthousiastes, d'autres curieux, tout simplement. Enfin, donc il y a différentes réactions possibles. La deuxième phase correspond au premier ajustement par rapport à cette situation. Donc, on subit un choc, on essaye de s'ajuster. À ce moment-là, l'individu se trouve désarmé face aux résultats obtenus, parce qu'il ne comprend pas. C'est-à-dire que les résultats ne correspondent pas, les résultats qu'il obtient ne correspondent pas à ceux qu'il attend. Alors la troisième étape survient lorsqu'il y a confrontation et stress. La personne ressent à ce moment-là diverses émotions liées à la situation. Et souvent à ce moment-là, le problème de l'identité se pose souvent. Qui suis-je pour ne pas réagir comme l'autre ? La quatrième et dernière étape est celle de l'ajustement au stress. Les réactions peuvent être multiples. L'individu peut décider d'éviter cette situation de tension. Donc il prend la fuite. Ou alors il peut préférer la confrontation. Ou encore l'harmonisation. Dans les 3 cas, il a la possibilité de choisir entre une attitude positive ou négative. Par exemple, la confrontation peut se dérouler sur le mode de l'agressivité, ou bien avoir pour but l'affirmation de l'individu et de sa culture. On peut affirmer ce que l'on pense, ce que l'on est, sans être agressif. Pour réduire les chocs culturels et arriver à un ajustement positif, une anthropologue française, Raymonde Carole, dans un livre remarquable qui s'appelle « Évidence invisible », nous propose une analyse en 3 étapes. Première étape, elle nous conseille de faire le guet. Ça veut dire de se méfier des phrases qui sont des phrases essentialistes. Par exemple, nous disons « les enfants américains sont gâtés, mal élevés ». Ou « les enfants américains manquent d'éducation ». Donc voilà, il faut se méfier de ce genre de phrases parce que ça, c'est une phrase qui traduit ma conception de l'éducation, mais qui ne traduit pas du tout la réalité étrangère. Il s'agit ensuite de comprendre le système de communication de l'autre, en trouvant, pour l'élément à première vue bizarre, une interprétation dont la validité soit vérifiable. C'est-à-dire une proposition culturelle qui soit affirmée ailleurs, mais peut-être sous une autre forme. Et, par exemple, je fais l'hypothèse, dans la rencontre d'une culture étrangère, que tout se passe dans cette culture française, par exemple, comme si les hommes et les femmes étaient sur le même pied. Je le dis à propos d'une situation particulière. Je ne sais pas, moi, j'ai entendu, par exemple, un dialogue, une conversation. Un premier homme près d'une caisse enregistreuse dit « c'est combien le café ?» Une deuxième voix masculine aussi répond « 1 euro ». Une troisième voix féminine, celle-là, demande « et le thé ?» Et la deuxième voix masculine répond 50 centimes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'homme et la femme ont payé leur consommation séparément. Et ça, c'est inimaginable dans d'autres cultures.
Donc à partir de là, on va aller voir si, dans la culture française, il y a d'autres situations où l'homme et la femme sont aussi considérés comme égaux. Et enfin, troisième étape, on va amener des textes, ça peut être d'ailleurs aussi oral, des textes plutôt écrits, mais oraux également, en tout cas, des textes écrits par des spécialistes, anthropologues ou sociologues par exemple, qui vont nous parler de la réalité que nous avons vécue. Quel est l'avantage de cette approche? C'est que ces textes de sociologues ou d'anthropologues sont sans doute aussi marqués par la subjectivité, c'est-à-dire par le contexte de production du discours, mais ils ont des prétentions à la généralité. Parce que ces textes, en général, sont basés sur des enquêtes, sur des statistiques, sur un grand nombre. Tandis que ma petite expérience, elle est très subjective. Alors, on rattache à l'analyse d'ailleurs de la rencontre, on rattache à un autre phénomène, c'est la dissonance cognitive, dont Léon Festinger nous a parlé en 1962. Hein. Selon Festinger, les représentations d'un individu entrent en dissonance lorsque l'une d'elles implique psychologiquement le contraire de l'autre. Le malaise provoqué dans pareille situation pousse l'individu à éviter tout élément qui crée la dissonance et à réduire un élément qui l'augmenterait. Cette théorie peut s'appliquer à la rencontre de deux cultures ou par exemple de deux milieux. Ainsi, par exemple, des élèves issus de milieux populaires ou des élèves issus de l'immigration ont développé d'autres réflexes culturels que ceux qui sont attendus en milieu scolaire. Ils peuvent, par exemple, préférer des relations interpersonnelles, basées sur des valeurs plus humaines qu'intellectuelles, ou ils peuvent apprécier davantage les éléments concrets que ceux requérant une certaine abstraction, comme c'est le cas à l'école. Hein. L'école, c'est l'accession à l'abstraction. De la première primaire à la dernière année d'université, on va de plus en plus haut dans l'abstraction. Eh bien, les enfants issus de milieux populaires qui valorisent au contraire les savoirs concrets peuvent donc être en état de choc dans cette situation. Tant de différences sont potentiellement porteuses de dissonance par rapport à l'appropriation d'une nouvelle culture. Alors ici encore, la démarche tente d'utiliser la dissonance elle-même pour la réduire et parvenir à un changement qui ne soit pas conflictuel pour le sujet, mais au contraire positif. Et j'en parlerai tout à l'heure. Un des moyens utilisés pour réduire les dissonances, c'est de valoriser la culture et la langue de l'autre, afin de s'en servir comme outil de développement linguistique et comme vecteur de reconnaissance identitaire. J'en parlerai tout à l'heure. Troisième méthodologie, c'est le point de vue anthropologique et le support littéraire. Alors là, il s'agit de considérer vraiment l'anthropologie comme une herméneutique qui va nous permettre d'approcher les faits culturels présents dans les textes littéraires, voire dans tout type de discours. Ici, il s'agit de voir comment un individu utilise sa culture pour agir et pour s'affirmer. Alors, on le voit surtout en travaillant les œuvres littéraires. Alors déjà, dans mon livre écrit en 1994, Littérature comparée, reconnaissance interculturelle, j'ai développé une démarche que j'ai reprise ici dans Islam Occident, paru aux éditions modulaires européennes. Donc j'avance l'hypothèse selon laquelle les textes littéraires constituent d'excellentes passerelles entre les cultures, puisque les textes littéraires sont des révélateurs privilégiés de vision du monde. Hein. Alors évidemment, il faut montrer l'originalité du point de vue de l'auteur, mais au-delà de cette originalité, je pense que tout texte littéraire apparaît comme l'expression et la mise en forme esthétique de représentations partagées par les membres d'une même communauté. Hein. C'est vraiment une définition à laquelle je tiens beaucoup. L'expression et la mise en forme esthétique de représentations partagées par les membres d'une même communauté. Et donc, les œuvres littéraires constituent une voie d'accès à des codes sociaux et à des modèles culturels en tant qu'elles sont des expressions langagières particulières de ces modèles culturels.
Alors, je ne confonds pas ici littérature et anthropologie, hein. Je pense d'ailleurs que les anthropologues peuvent aussi, je le disais tout à l'heure, être subjectifs, parce que les anthropologues sont aussi influencés par leur contexte de production. Mais je pense que les textes de sociologues et d'anthropologues pourront venir en appui, à titre complémentaire, à côté de textes littéraires. Alors moi, mais j'aurai l'occasion dans la deuxième partie de vous l'expliciter, j'ai travaillé les textes de littérature maghrébine, auxquels j'ai ajouté les textes de littérature migrante, et que j'ai fait comparer à des textes de la littérature française de France et de la littérature française de Belgique. Bon, et ça débouche sur des tas d'exercices, de débats, etc. J'en parlerai tout à l'heure. Mais donc, on retient cela. Je ne développe pas ici beaucoup parce que ce sera développé effectivement dans la deuxième partie. J'en viens à la quatrième méthodologie, la conception pragmatique et l'ethnographie de la communication. Alors ici, je cite de nouveau Martine Abdallah Pretsey, qui, dans son livre « Éducation et communication interculturelle », formule l'hypothèse selon laquelle la culture, qui peut relever d'un savoir, hein, doit dorénavant être envisagée dans une perspective pragmatique. Ça veut dire que, dans une rencontre interculturelle, l'individu sélectionne en fonction d'un objectif, en fonction d'une intention, en fonction de ses intérêts et des situations, les informations dont il a besoin. Donc un individu dévoile une facette de sa culture en fonction du contexte dans lequel il est. Par exemple, à l'Alliance française, j'avais une Africaine qui arrivait souvent en retard. Quand je lui ai fait la remarque, elle m'a dit « Mais monsieur, vous savez que je suis une Africaine. Vous savez que nous, les Africains, nous avons une autre conception du temps que vous. Et vous savez bien que quand nous rencontrons des gens, comme c'est mon cas, sur le chemin, notamment des voisins ou des amis, nous ne pouvons pas passer notre chemin. Nous devons consacrer un certain temps à leur parler. Vous savez bien cela. Oui, mais elle savait aussi bien que moi, je n'étais pas un Africain. Donc, vous voyez, on se sert de sa culture pour pouvoir justifier ce que l'on est ou ce que l'on veut. Donc, ça veut dire que pour communiquer, il ne suffit pas de connaître la réalité culturelle, mais il faut vraiment développer cette compétence pragmatique qui va permettre de saisir la culture à travers le langage, qui va permettre de saisir la culture à travers la communication, c'est-à-dire saisir la culture en acte, ce qu'on appelle la culturalité. Donc, il s'agit pour chacun de comprendre de quelle manière son interlocuteur utilise la culture pour dire et se dire, ou tout simplement pour entretenir la relation engagée avec lui. La référence à l'ethnographie de la communication est ancienne dans la littérature consacrée à l'approche communicative. Elle remonte à Delheims, c'est-à-dire à 1972. Hein. Mais en 1992, un professeur de la Sorbonne qui s'appelle Geneviève Dominique de Salins a proposé d'appliquer cette perspective pragmatique à la didactique des langues vivantes, et en particulier le français, langue étrangère. Et donc, elle entend mettre en place un processus de découverte interculturelle en 3 étapes. Première étape, il faut faire surgir l'ethnocentrisme latent chez chacun de nous. Bon, faire découvrir que nos réflexes ne sont pas universels, qu'ils sont propres à notre culture. Ensuite, il s'agit d'apprendre à distinguer ce que nous identifions consciemment comme normatif et formel de ce que nous pratiquons de façon informelle ou subconsciente. Donc prendre conscience que dans nos comportements, il y a une part inconsciente. Et enfin, apprendre à découvrir nos évidences invisibles, c'est-à-dire à prendre des distances avec ce que nous interprétions comme naturel, quand au fond, il s'agit de programmes culturels que tout le monde ne partage pas. Nous sommes tous programmés culturellement et le problème, c'est que les autres, les étrangers, ne partagent pas ces programmes culturels. Donc finalement, l'objet d'étude ici est assez limité et finalement cette approche est assez proche de ce qu'on appelle l'approche interactionniste, puisque
dans l'approche interactionniste, on va se pencher sur les interactions, notamment sur les conversations. Et donc ici, je cite une autre pionnière de l'interculturel, mais qui a travaillé dans une approche interactionniste, c'est Catherine Kerbrat-Orecchioni, qui enseigne à l'université de Lyon 2. Et pour elle, les variations culturelles peuvent se localiser à tous les niveaux du fonctionnement des interactions. Donc, elle propose de comparer les interactions entre elles et de voir la part éventuelle d'universel qui est présente dans les interactions. Est-ce qu'il y a une part d'universel qui se retrouve dans toutes les situations d'interaction? Et quelle est la part de culture qui est propre à une interaction? Je prends un exemple, le gap. Le gap, c'est cet intervalle qui sépare la fin d'une prise de parole et le début de la suivante. Eh bien, si vous observez des Français qui parlent, qui conversent entre eux, ça s'est fait, on a fait ça scientifiquement, hein, on a pu mesurer que le gap chez les Français était de 3 dixièmes de seconde, alors que chez les Américains, le gap est de 5 dixièmes de seconde. Ce qui veut dire qu'un Américain discutant avec un Français aura les plus grandes difficultés à en placer une, parce que les Français parlent trop vite pour lui. Vous voyez? Bon, ça c'est un exemple. On pourrait aussi se pencher, et ça c'est aussi la perspective interactionniste, sur les rituels d'ouverture et de clôture. Par exemple, au Vietnam, quand deux personnes se rencontrent pour la première fois dans la journée, il est de mise de demander « Vous avez mangé du riz ?» Ou bien « Que faites-vous là ?» C'est tout à fait normal dans un pays où on se préoccupe de se nourrir. Et il est tout à fait normal de clore une conversation par une recommandation. Mangez du riz, s'il vous plaît. On se quitte comme ça. C'est une manière de dire au revoir. Donc, vous voyez, alors, cette manière de faire permet de créer une typologie des sociétés, de classer les sociétés. Il y a des sociétés, par exemple, à ethos proche. La société maghrébine l'est. Ce sont des gens qui se parlent de très près et qui se touchent en se parlant. Hein, alors qu'il y a des sociétés à ethos distant. Vous avez des sociétés à ethos égalitaire, où, par exemple, dans une entreprise, tout le monde est mis sur le même pied. C'est une espèce de structure en râteau. Tout le monde est mis sur le même pied. Le chef, il a une responsabilité particulière, mais il n'a pas d'autorité spéciale par rapport aux autres. Ou alors, il y a, comme la société française, des sociétés à ethos hiérarchique. Il y a des sociétés à ethos consensuel ou, au contraire, à ethos conflictuel. Donc ces caractéristiques reposent sur un certain nombre de marqueurs pertinents. Hein, et c'est intéressant de classer ainsi les sociétés entre elles. Voilà ce que propose Catherine Kerbrat-Orecchioni. Je vous renvoie à ses travaux. C'est ici aussi qu'il faut citer Vincent Louis, qui travaille à l'ISTI. Donc lui aussi, comme moi, manifeste de l'intérêt pour les textes littéraires. Et comme moi, il suggère aussi, outre évidemment que nous n'interdisons pas de les lire d'un point de vue traditionnel, c'est-à-dire stylistique, mais il dit que sur le plan culturel, il faut surtout étudier les effets de mise en scène des participants dans un texte, donc les comportements rituels, les attitudes, les gestes propres à une culture particulière. J'en viens à la 5e méthodologie, c'est l'apport linguistique. Donc ça, c'est Robert Galisson qui est à l'origine de cette approche, une approche qu'il a élaborée en 1984. Il fonde son approche sur ce que Vincent Louis appelle l'hypothèse lexicologique. Alors j'ai moi-même choisi cette piste linguistique, ou plutôt j'ai suivi cette piste linguistique, mais en l'élargissant à l'analyse de l'implicite dans le discours et dans la communication en général. Donc je vais d'abord vous expliquer comment Robert Galisson voit les choses, et puis je vous expliquerai comment j'ai élargi le travail. Donc Galisson dit que on doit, quand on parle de culture, distinguer la culture élitiste, la culture intellectuelle, si vous voulez, la culture savante, hein, par exemple la littérature, et la culture comportementale. La manière de se comporter, de s'aborder.
La culture comportementale, c'est ce qu'il appelle aussi la culture partagée. Alors cette culture partagée, il remarque qu'elle se dépose avec prédilection dans certains mots. Donc, quand il entend un discours, il est à l'affût de ces mots. Et ces mots, il les appelle des mots à charge culturelle partagée. Moi, le mot à CCP, bon, CCP, ça évoque autre chose chez nous. Donc, j'ai changé le terme et je parle de culturème. J'ai créé le terme de culturème sur le modèle de sème, morphème, etc. Mais en même temps, c'est un clin d'œil. Culturème, c'est j'aime la culture. Et donc, je suggère de partir à la recherche des culturèmes. Des lieux qui sont culturellement chargés dans un texte. Vous savez que la langue ne découpe pas la réalité de la même façon. Hein. Nous avons par exemple 3 manières de parler de la glace, alors que les Esquimaux ont une dizaine de mots pour désigner la glace et la qualité de la glace. Bon, ça c'est une chose que tout le monde sait, mais ce que je veux dire ici, c'est que des mots peuvent avoir des signifiés identiques et des charges culturelles partagées différentes. Par exemple, le mot vache, c'est pour tout le monde, la vache, c'est la femelle du taureau, et c'est d'ailleurs la définition que vous trouverez dans le dictionnaire. Mais si vous regardez le dictionnaire, le petit Robert par exemple, vous ne verrez pas qu'il y a des différences de représentation de la vache en Occident et en Inde. En Inde, la vache est sacrée, hein, et dès que l'on dit vache, on a une attitude de respect parce que la vache peut gêner la circulation, mais il ne faut surtout pas la brutaliser. Elle est sacrée, alors que chez nous, elle est nourricière. La vache, c'est le steak, c'est la vache folle, éventuellement le danger qui guette notre assiette. Hein, c'est tout ça. Donc on a des représentations différentes. Un autre exemple, c'est le mot dragée. Hein, si vous regardez dans le petit Robert, vous allez trouver que c'est une confiserie formée d'une amande recouverte de sucre durci. Hein, et on vous dit qu'il existe aussi une dragée à la liqueur, où l'amande est remplacée par une goutte de liqueur. Mais en revanche, dans le petit Robert ou dans le Larousse, on ne vous dira pas qu'on offre des dragées lors de la naissance, hein, et que c'est le parrain du nouveau-né d'ailleurs qui offre ces dragées. On ne le dit pas dans le dictionnaire. On ne vous dit pas que le choix de la couleur obéit à un code qui est largement observé, à savoir les dragées roses pour les bébés de sexe féminin et bleues pour les bébés de sexe masculin. Et on ne vous dit pas que les blanches conviennent aussi bien aux filles qu'aux garçons. Hein. Alors bien sûr, un natif connaît ces usages, mais les allophones, les non-francophones, les non-natifs sont loin d'être dans ce cas. Hein, surtout si la dragée n'existe pas dans leur pays ou n'appelle pas la même symbolique. Donc, pour ne pas s'égarer, parce que vous allez me dire, mais découvrir les culturèmes, c'est la mer à boire, c'est l'océan. Hein. Alors, Galisson propose aux professeurs une méthodologie. Il dit, voilà, l'idéal, c'est que les élèves aient un autodictionnaire et qu'ils recensent les culturèmes au fur et à mesure qu'ils les rencontrent et qu'ils les classent en 3 catégories. Voici la typologie proposée par Galisson. Il y a d'abord les mots dont la charge culturelle est le produit de jugements tout faits véhiculés par des locutions figurées. Donc les mots qui font référence, par exemple, au bestiaire culturel. Il est fort comme un bœuf, sale comme un cochon, gai comme un pinson. C'est culturel, ça. Par exemple, on dit il est rusé comme un renard. Mais si vous lisez des contes africains, vous verrez qu'on dit rusé comme une araignée, parce que c'est l'araignée qui est considérée comme le plus rusé des animaux. Ou bien les expressions ou les locutions figurées qui sont relatives à des inanimés culturels. Inanimés culturels. Il est sourd comme un pot. Il est dur comme une pierre. Vous voyez, ces comparaisons ne sont pas les mêmes d'une culture à l'autre. Il y a d'ailleurs une petite collection qui s'appelle Idiomatics, qui est parue chez Point Seuil, où l'on vous donne en regard les expressions françaises et puis les expressions anglaises ou bien portugaises ou néerlandaises, avec chaque fois de belles illustrations qui illustrent des référents différents. Par exemple, une tempête dans un verre d'eau, hein, on vous dessine un verre d'eau, et une tempête dans une tasse de thé du côté anglais, on vous dessine une tasse de thé. Alors, il y a ceux dont la charge culturelle résulte de l'association automatique d'un lieu à un produit spécifique. Donc, la moutarde, par exemple, ça vous fait penser à Dijon.
le nougat, ça vous fait penser à Montélimar. Vous voyez, ce sont des associations qui sont aussi culturelles. Et enfin, il y a ceux dont la charge culturelle est la coutume suggérée par le mot. Si je dis Noël, si je vous parle de Noël, vous verrez tout de suite, je n'aurai pas besoin de l'expliciter, la crèche, la bûche, en tout cas le sapin de Noël. Mais si je parle de Noël à un Tunisien, il ne verra pas de sapin, il ne verra pas de bûche et il ne verra pas de crèche. Vous voyez, tout ça, ce sont des implicites qu'il faut donc expliciter en classe de langue. Alors moi, j'ai trouvé que Galisson avait là il avait une bonne intuition, il a fait une bonne découverte, et j'ai alors moi-même exploité certaines pistes lancées par Galisson, mais en les intégrant dans une attitude de prévention contre les malentendus. Et je pense que les malentendus peuvent naître de la mécompréhension des implicites discursifs, c'est-à-dire des implicites du discours. Et je fais de la bonne compréhension de ces implicites discursifs un instrument actif de la démarche interculturelle. Alors, tout d'abord, je tire parti de la théorie des maximes conversationnelles de Grice. Alors, Grice a élaboré des maximes, c'est-à-dire des lois auxquelles obéissent toutes les conversations. Je ne vais en citer qu'une. C'est la maxime de quantité. La maxime de quantité, elle consiste à dire il ne faut pas exprimer ce que l'autre sait déjà. Par exemple, vous parlez d'une voiture, vous dites qu'elle se déplace, vous n'allez pas dire qu'elle elle se déplace à l'essence ou bien au gaz ou au diesel. Ça va de soi qu'elle est alimentée par un carburant. Hein, aujourd'hui, on pourrait peut-être ajouter électrique. Mais c'est implicite. Donc c'est une connaissance partagée qui ne va pas être explicitée dans le discours. Vous voyez ? Alors il y a d'autres savoirs qui sont implicites. Par exemple, la connaissance des normes littéraires et rhétoriques. Si vous dites c'est un poème, vous n'avez pas à expliquer pourquoi c'est un poème. On comprend. Hein. Ou bien, vous avez aussi des implicites qui sont liés à la situation de communication. Si je vous dis ici, vous savez que c'est près de moi. Si je vous dis là, vous savez que c'est près de vous. Bon. Donc j'ai défini l'ensemble de ces connaissances comme le savoir partagé. Expression que j'ai empruntée à Galisson. D'autres implicites, au contraire, les tropes, proviennent de la transgression de certaines normes conversationnelles. Donc on peut respecter les normes conversationnelles, bon, c'est le premier cas, mais on peut aussi les transgresser, mais les transgresser volontairement. Hein. Par exemple, pour des raisons linguistiques ou psychologiques. Très souvent, pour des raisons pragmatiques. Par exemple, vous pouvez minimiser pour ne pas brusquer autrui. Hein, il vient de commettre une bêtise, vous lui dites « ce n'est pas très grave ». En fait, vous voulez dire que c'est grave. C'est une litote. Une litote. On emploie souvent des litotes. Ou bien vous pouvez parfois utiliser une formule pour manipuler autrui. Par exemple, quelqu'un dit « notre ville, qui a été gérée pendant 5 ans par des incapables, doit être accueillante ». Alors tout le monde est d'accord, notre ville doit être accueillante, mais dans l'assistance, tout le monde ne sera pas nécessairement d'accord avec votre présupposé qui a été géré pendant 5 ans par des incapables. Et la publicité est ainsi faite de manipulations de ce type. Il y a des présupposés que l'on fait avaler en quelque sorte, ou alors on peut faire de l'humour. Hein. Et l'humour, bon, c'est souvent, ce sont des jeux de mots. Hein. Par exemple, un Esquimau fait les 100 pas dans la rue, d'un geste nerveux, il sort un thermomètre de sa poche et il dit « si elle n'est pas là à -10, je m'en vais ». Bon, en principe, ça doit effectivement vous faire rire parce que on joue sur les deux champs de signification ici, température et en même temps le temps. Et donc, c'est dans la jonction de ces deux champs de signification que s'actualise le trait d'esprit. Vous voyez ? Donc ça, c'est une manière aussi de faire de l'implicite. Alors l'humour, c'est évidemment le domaine dans lequel il y a le plus d'implicite, et c'est d'ailleurs un domaine où on se sent toujours, quand on ne maîtrise pas une langue et une culture étrangère, on se sent toujours exclu. Parce que parfois on comprend tous les mots, on comprend toutes les phrases, mais on ne sait pas pourquoi les gens rient. Donc bon nombre de malentendus verbaux proviennent d'une mauvaise interprétation des implicites contenus dans le message. Et je dois donc construire un cours où on va rencontrer et décoder un certain nombre de malentendus verbaux. Je l'ai fait
Bon, ça existe à titre complémentaire par rapport à des méthodes de base. On a fait à Louvain une méthode complémentaire de français qui s'appelle « Que voulez-vous dire ?» Que voulez-vous dire? Ça dit bien ce que ça veut dire. Hein. C'est la question que ma femme, qui est libanaise, après 10 ans d'enseignement du français au Liban, ne cessait de poser quand elle est arrivée en Belgique. Elle comprenait tout ce que les gens disaient, mais que voulez-vous dire? Elle ne voyait pas à quoi on faisait allusion. Vous voyez. Donc il y a vraiment un travail à faire, c'est amener les gens à découvrir l'implicite. Et l'implicite, ça peut être un implicite corporel aussi, hein, implicite verbal ou non verbal, ou paraverbal, l'intonation. Hein. L'intonation, c'est très important. Hein. Par exemple, ça c'est aussi un exemple que Hall cite, des anglo-indiens qui rencontrent des anglo-américains. Voilà des gens qui parlent l'anglais de part et d'autre. Donc on pourrait imaginer qu'ils vont s'entendre. Mais le problème, c'est que les anglo-indiens sont des orientaux. Or, les orientaux, ils ont une pensée centripète. Ça veut dire qu'ils donnent d'abord le contexte de leur réponse et puis ils arrivent progressivement à leur réponse. Donc, leur raisonnement, c'est X, donc Y. Moi, j'ai par exemple une étudiante chinoise, quand je lui pose une question, elle commence par donner le contexte de sa réponse et j'ai l'impression qu'elle tourne autour du pot. Et puis, elle y arrive enfin. Nous, occidentaux, nous raisonnons d'une autre manière. Nous avons une pensée centrifuge, c'est-à-dire que nous disons X parce que Y. Non pas Y donc X, mais X parce que Y. Bon, ça c'est une première différence. Mais la deuxième différence, c'est que les anglo-indiens, quand ils vont arriver dans leur exposé à l'essentiel, c'est-à-dire à la réponse que vous attendez, hein, l'essentiel, au noyau de la réponse, ils baissent d'intonation. Mais quand on baisse d'intonation dans la culture anglo-américaine, ça veut dire qu'on a fini sa contribution et on cède la parole à l'autre. Et donc, les anglo-américains, à ce moment-là, coupent les anglo-indiens qui n'ont rien dit encore d'essentiel et qui sont donc très frustrés. Vous voyez, ça, ce sont des choses à faire découvrir. Bon. Donc ça a apparu chez Duculot. Que voulez-vous dire? Alors, je termine cette première partie en essayant de vous inviter à aller au-delà de l'interculturel. En fait, un grand monsieur, professeur de didactique du FLE, dans le Massif central et aussi dans les pays baltes, Christian Puren, dit que l'interculturel est lié aux approches communicatives. Et les approches communicatives en langue sont liées à la simulation. Donc on fait toujours comme si. On va faire un jeu de rôle, tu vas faire comme si tu étais le papa, comme si tu étais l'enfant, et comme si tu réclamais de l'argent de poche et le papa n'est pas d'accord, etc. On joue, on simule. Bon, l'interculturel est né à ce moment-là, au moment de l'approche communicative, et finalement, quel est le but de l'interculturel? Amener les gens à vivre ensemble. Bon, c'est bien, c'est bien. Je reconnais les différences et on parvient à harmoniser le vivre ensemble. Mais Puren dit aujourd'hui, surtout à l'heure de l'Europe, il faut aller plus loin. Il faut substituer à cette perspective interculturelle une perspective co-culturelle. Il dit que le cadre européen commun de référence, qui est le document de base sur lequel on donne nos cours de langue, se base nos cours de langue, propose une perspective coactionnelle et co-culturelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on propose aux gens d'agir ensemble. Mais si vous voulez agir ensemble, il faut non seulement tenir compte de nos différences, il faut aussi voir quelle ressemblance il y a, quel point commun. Si on passe son temps entre wallons et flamands à ne voir que nos différences, on ne va pas y arriver. Il faut aussi voir quelles sont les ressemblances, vous voyez. Et donc, il dit que là, il y a une perspective à tracer. Alors, on peut y arriver, par exemple, si on inscrit la pédagogie du projet dans son enseignement des langues. Hein, si toute séquence pédagogique est destinée finalement à réaliser un projet, par exemple partir à l'étranger, faire un voyage scolaire, ou bien réaliser un journal que l'on va vendre non seulement aux élèves de la classe, mais aussi en dehors de la classe aux parents, par exemple. Un projet, eh bien, le projet ne peut être réalisé avec des élèves
qui viennent de toute origine que si on se met d'accord sur un certain nombre de choses et donc si on développe la perspective co-culturelle. Voilà, j'en ai fini avec la première partie. Alors maintenant, je vais essayer d'être plus concret et vous expliquer ce que j'ai voulu faire dans ce livre qui s'appelle « Islam-Occident », sous-titre « Pour un dialogue interculturel à travers des littératures francophones ». Donc c'est un livre qui est apparu aux éditions modulaires européennes. Vous tapez dans Google EME, édition modulaire européenne, intercommunication, en mettant un S à intercommunication, et vous arrivez sur le site des éditions modulaires européennes, ce qui vous permettra de commander cet ouvrage. Donc, j'ai pensé que les cours de français peuvent être vécus comme un moment de confrontation et d'échange, hein, où Belges et enfants de migrants peuvent réagir autour de textes issus des littératures françaises de France et de Belgique, ainsi que du Maghreb et de l'immigration. Alors l'objectif poursuivi consistait, je dis consistait parce que j'ai fait des expériences évidemment dans les classes, à fournir aux uns comme aux autres des outils d'analyse. Il s'agit de fournir aux uns comme aux autres des outils d'analyse pour les aider à rendre moins étranges leurs comportements respectifs et pour mieux prendre conscience de leur identité propre. Donc il s'agit d'une part de mieux prendre conscience de son identité, mais d'autre part aussi de percevoir l'originalité de la culture d'autrui. Donc il s'agissait finalement d'une approche interculturelle, une approche destinée à valoriser ce qui est propre à chacun, en corrigeant les cribles culturels, le fait que nous avons un prisme qui nous amène à l'ethnocentrisme, c'est-à-dire à toujours ramener l'inconnu au connu. Alors, une telle méthodologie me paraît éminemment formative parce qu'elle sensibilise l'élève à l'arbitraire de son système de référence maternelle. Hein, je pense en effet que l'analyse des différences culturelles permet à chacun de porter un autre regard sur sa propre communauté. Bon, vous savez que traditionnellement, les cours de français des dernières années du secondaire sont en partie consacrés à l'enseignement des littératures françaises de France et de Belgique. Alors déjà, dans cette perspective traditionnelle, il y a moyen de faire de l'interculturel, parce que si vous avez une classe belgo-maghrébine, que va-t-il se passer? Les Belges vont probablement adhérer en grande partie aux points de vue au pluriel qui sont exposés dans les textes que vous verrez, comme d'ailleurs le professeur, s'il est un natif belge, va également le faire. Mais par ailleurs, les jeunes issus de l'immigration maghrébine, eux, bon, ils partagent sans doute avec les Belges un certain nombre de postulats, de croyances communes, mais en même temps, ils ont une culture qui est spécifique. C'est ce qu'on appelle la culture migrante. La culture migrante, c'est une culture qui est faite d'éléments de la culture d'origine des parents, culture d'origine qui est d'ailleurs coupée de ses racines et qui est donc amplifiée, mythifiée, amplifiée par l'imaginaire. Hein. Les parents en situation d'immigration ont des positions souvent plus dures qu'ils n'ont dans leur pays. Par exemple, une jeune fille, une jeune Marocaine me disait que ici, ses parents l'obligeaient à se voiler, alors qu'elle se promène à Rabat en short et en débardeur. Bon. Alors, donc, la culture migrante est faite d'éléments de la culture d'origine des parents. Elle est aussi faite d'éléments de la culture de la rue. La culture scolaire, bien sûr, puisqu'ils vont à l'école, et la culture des médias. Et donc, c'est une culture particulière qui, parce qu'elle puise aussi dans les racines des parents, permet de jeter un regard, disons, interrogateur sur la culture. Donc, ici, c'est ce que j'ai dit, hein,
le professeur belge a le point de vue subjectif de celui qui parle de sa propre culture. D'autre part, élèves belges et adolescents issus de l'immigration partagent avec le professeur un certain nombre de postulats et de croyances puisées dans un univers qui leur est commun, mais la culture migrante s'ancre dans les traditions familiales apportées par les parents, laquelle tradition est souvent survalorisée. Et donc l'enfant de migrant, c'est là que je veux en venir, dispose d'un savoir particulier. Et il porte sur la culture francophone de Belgique un regard interrogateur. Il y a certains comportements, certaines attitudes propres aux Belges ou aux Français qui ne sont pas les siens. Et il faut amener les élèves à le dire. Ce système culturel franco-belge lui apparaît alors comme aléatoire. Et cette distorsion peut entraîner des jugements de valeur grossiers et réducteurs. Ils ont des stéréotypes, les Belges sont... bon, je ne vais pas être vulgaire, mais ils peuvent l'être. Mais par ailleurs, on pourrait dire qu'ils jouissent aussi d'un point de vue privilégié. Parce qu'au fond, par rapport aux professeurs belges, ils sont dans une position de supériorité, puisqu'ils ont la capacité, si vous voulez, à condition évidemment qu'on les y aide linguistiquement, mais ils ont la capacité de prendre distance par rapport au système tel qu'il est expliqué dans les textes littéraires. Et donc, finalement, leur questionnement permet à la classe de mettre au jour certaines règles du système. Et pour les Belges, c'est l'occasion aussi de prendre conscience de ce qu'ils font parfois sans le savoir. Donc, je répète que des cours traditionnels de littérature française donnés dans une classe culturellement mixte peuvent donc déjà faire l'objet de véritables échanges interculturels, puisqu'on a la présence de ces maghrébins qui ont un regard interrogateur. Mais il m'a semblé que, pour éviter tout ethnocentrisme et pour créer à l'école les conditions d'un échange égalitaire, un pas de plus devait être franchi. Alors, j'ai entendu parler des expériences d'enseignement des langues d'origine qui se sont faites dans les années 80 et qui ont échoué. Parce que bon, l'idée de base était bonne. Hein. L'idée de base, elle a été démontrée notamment aux États-Unis et au Québec, c'est que quand on connaît bien sa langue maternelle, on étudie plus facilement une langue étrangère. Bon, partant de ce principe, mais c'est vrai au Québec, parce qu'au Québec, l'anglais et le français sont des langues qui ont le même statut. C'est-à-dire toutes les deux sont des langues internationales. Ce qui n'était pas le cas des langues des jeunes issus de l'immigration. Donc, les Marocains qui parlent le dialecte marocain devaient suivre des cours d'arabe littéraire ou des cours, ou bien eux, ils parlent berbère même, donc ils ne parlent même pas du tout l'arabe. En tout cas, c'était une langue étrangère qu'on leur enseignait. Même chose pour les Siciliens, qui parlent le dialecte et qui n'a rien à voir avec l'italien littéraire. Idem pour les Espagnols et pour les Turcs. Ce sont des expériences qui ont échoué. Ce qui était malheureux, c'est que ces expériences s'appelaient interculturelles, alors qu'il n'y avait aucun échange, aucun inter. On ne créait pas d'échange, on les mettait dans des ghettos. Pendant qu'ils avaient cours de langue d'origine, les autres élèves avaient leur propre cours de langue. Bon, donc pas d'échange. Mais je me suis dit, dans cette perspective, il y a quand même une idée qui doit être prise, c'est qu'au fond, il faut quand même valoriser la culture des enfants, il faut la reconnaître comme telle. Donc j'ai émis l'idée que, pour ces jeunes qui ont parfois des difficultés aussi à faire valoir un point de vue différent de celui du professeur, j'ai dit, si l'approche interculturelle implique l'acquisition de la langue française et la compréhension des comportements et valeurs des Belges francophones, elle suppose aussi que la société dite d'accueil, c'est-à-dire la société belge, soit sensibilisée aux valeurs et aux attitudes des étrangers. Donc, j'ai introduit des textes, les textes littéraires ont servi là de médiateurs, qui ont permis, donc d'abord des textes maghrébins. Alors, quand on annonçait qu'on allait voir un auteur maghrébin, ils étaient fiers. Hein, Benjeloun, c'est quelqu'un des nôtres. Bon, ils ne connaissaient rien de Benjeloun, mais Benjeloun est un auteur très médiatisé. Donc ils étaient très fiers.